Allez, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver. Celle-là, je veux la faire depuis longtemps parce que c'est un sujet très important, très intéressant. On va essayer de le traiter sous toutes les coutures, c'est-à-dire l'aspect actuel des choses, d'où on vient, comment on a fait pour en arriver là et surtout ce que j'entrevois pour l'avenir, comme toujours. Ici, on parle du domaine des idées, donc vous avez tout à fait le droit de pas être d'accord et on ne transpose pas en stratégie de trading, bien entendu, ces trucs-là. Je vous rappelle que la stratégie de trading est alliée à une gestion du risque, etc. Donc là, on débat surtout des idées, mais je pense encore une fois, ce débat est non seulement essentiel et intéressant et important, et surtout qu'il deviendra de plus en plus central au courant du prochain cycle. Je fais référence principalement donc à la vidéo qu'on a vue précédemment, je ne sais plus, elle date d'il y a un mois, un truc comme ça, où on avait parlé donc de comment les différents projets avaient mis en place des solutions pour sortir du problème de scalabilité, et on l'avait vu, on avait donc principalement déplacé ce problème, qui était donc un trilemme, donc un triangle, vers un système en soi qui ressemblait un petit peu plus à un système de type pyramide, c'est-à-dire qu'on a ajouté deux angles à cette problématique. Au début, on avait donc juste scalabilité, décentralisation et sécurité. Et on l'avait vu, donc le principal problème qu'avait posé Vitalik, c'est que pour bouger sur l'un, il fallait principalement... le problème de scalabilité allait forcément impacter un des deux autres piliers, la sécurité ou la décentralisation. Et donc, lui, étant forcé d'augmenter la scalabilité due à la forte demande d'Ethereum, était pieds et poings liés, dû au fait qu'il était forcé de faire un compromis sur l'un des deux autres pour réussir à augmenter la scalabilité rapidement. Évidemment, donc face à cette problématique, on l'avait dit, Ethereum ne sacrifiera jamais la sécurité et ne veut pas sacrifier sa décentralisation. Autrement dit, ils se sont retrouvés face à un problème, le trilemme des blockchains, selon Vitalik, qui avait dit que ce sera probablement un problème temporaire avant qu'on y trouve des solutions ingénieuses. Ces solutions, donc on l'avait vu dans la émission précédente, c'est donc tout ce bouillonnement d'innovation qui s'est construit autour des layer 1 alternatifs, etc., et dont on avait parlé. Donc aujourd'hui, on va rentrer dans la compréhension un peu plus poussée de ce système-là. Donc conclusion de ce qu'on avait dit la dernière fois et là où on s'est arrêté, donc on reprend cette thématique aujourd'hui, c'est que donc ce trilemme des blockchains a été résolu en se transformant en pyramide, en fait. Aujourd'hui, on n'a plus 3 branches dans la problématique, mais 5. On avait donc ajouté le problème de la gouvernance, qui est totalement important dans les différentes solutions qui ont été proposées au trilemme des blockchains. Des systèmes de gouvernance totalement différents ont été proposés. Et le dernier qu'on avait vu, c'est l'interopérabilité. C'est-à-dire que j'anticipe déjà de vous dire que beaucoup des trade-offs de la gouvernance vont être faits au niveau de l'interopérabilité des différents protocoles sous-jacents. Donc, on va étudier aujourd'hui les 3 grands principaux dans ce domaine-là. Il y en a d'autres que je ne traiterai pas, mais encore une fois, soit parce que je les connais très peu, soit parce que j'ai pas encore eu le temps de m'y intéresser et clairement je ne peux pas non plus tout connaître. Donc il y a probablement d'autres acteurs mineurs qui pourront probablement devenir majeurs et apporter des solutions, etc. Mais bon, aujourd'hui on va rester sur les 3 grands, donc Polkadot, Avalanche et Cosmos. On va donc discuter de ces 3 géants qui tentent donc d'apporter des solutions de scalabilité qui ne compromettent ni la scalabilité, ni la décentralisation, ni la sécurité, en apportant donc différents modèles de gouvernance et d'interopérabilité au sein de leurs écosystèmes. Et c'est de ça dont on va discuter aujourd'hui. Mais principalement sous un axe de gouvernance, tout en gardant évidemment les compromis d'interopérabilité qui sont donc faits, puisqu'encore une fois, rien n'est parfait. Vous ne pouvez pas avoir une blockchain absolument parfaite, sinon encore une fois, c'est de l'ordre de l'illusion, voire du mensonge. Et là encore, certaines blockchains ont des communications fallacieuses à ce niveau-là. J'en ai déjà parlé, je ne vais pas non plus tout le temps taper sur Avax, mais la communication de ce projet est juste à chier. Donc on va revenir à la réalité de ce que propose réellement la solution Avax, de ce que propose Polkadot, et des trade-offs qui sont faits à chacun des niveaux. Et rassurez-vous, côté Cosmos, c'est pas tout blanc non plus. Voilà. Allons-y, donc c'est parti, débunkons un peu ce système sous un œil de gouvernance aujourd'hui, tout en gardant évidemment un œil ouvert des trade-offs qui sont faits sur les 4 autres piliers, bien entendu. Alors donc, d'abord un petit retour sur les modèles de gouvernance historiques. Donc ce qui est assez intéressant, donc ça c'est le monde d'antan, qui était donc très vertical, hyper pyramidal, l'État contrôlait tout, souvent donc par la force, c'est-à-dire que l'État assouvissait son pouvoir via sa capacité à vous couper la tête ou n'importe quelle autre partie du corps. Bref, enfin c'était le bras armé de la gouvernance, l'armée principalement, donc qui assouvissait le pouvoir de tel ou tel
souverain, sous-désigné comme étant tel, en tout cas celui qui était donc à la tête de l'armée, via différents putschs, etc. Enfin voilà, bref. En tout cas, la force armée, c'était la principale forme de gouvernance à l'époque, qu'on représentait sous forme de l'État, hein, et donc les corporations, tout ce que peuvent dire les acteurs de la société, étaient complètement gouvernés par cet État qui, tout simplement, si tu n'étais pas d'accord, venait te couper ta tronche, et puis on te remplaçait par quelqu'un qui était plus compliant. Voilà un peu comment ça fonctionnait à l'époque. Derrière, donc, le modèle qui s'est développé, selon, on va dire, les méthodologies plus libérales qu'on a connues ces dernières années, donc un modèle dans lequel l'État est toujours là pour gouverner au sens large, mais laissant place à certaines formes de liberté, différents acteurs privés principalement, se voyant interagir dans des situations assez complexes. Bref, on ajoute de la complexité au système, c'est beaucoup moins vertical qu'avant, ça donne donc différents degrés de liberté et d'interaction, et aujourd'hui, effectivement, avec le recul, on a quand même à dire sans trop de problèmes que le système libéral, même si imparfait est-il, est quand même bien mieux que le système pyramidal. Bref, donc c'est l'évolution des systèmes de gouvernance, et je vous l'ai dit, je voulais vraiment faire un cours là-dessus, et ça me passionne tellement en ce moment que franchement, je pourrais en parler pendant des heures. Donc je vous fais vraiment la stricto minimum de ce qu'il y a à savoir. Donc l'évolution des systèmes de gouvernance. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, le principal problème de ces schémas-là, c'est qu'ils restent construits sur des situations monopolistiques, puisque donc cette perte de contrôle de l'État est souvent basée par une prise de contrôle d'acteurs privés majoritaires. Alors, on dit ici non majoritaires, mais donc des situations quasi monopolistiques. C'est ce que l'État dans lequel on est aujourd'hui, hein, le principal problème de ces systèmes, donc basé sur une semi-gouvernance publique-privée, fait que certains acteurs privés ont aujourd'hui acquéri le pouvoir même supérieur parfois à certains États, ce qui donc grippe aujourd'hui le système des acteurs privés, hein, qui réalisent donc l'activité économique, qu'elle soit donc sous forme de corporation, non-profit, service provider, etc. Hein, voilà. Donc bien comprendre que tous les acteurs sociétaux, créateurs de richesses, sous ces différentes formes, sont aujourd'hui donc sous l'égide d'un État qui n'est plus aujourd'hui aussi verticalement dominant qu'avant, mais malheureusement, on a des institutions qui ont remplacé des institutions privées qui servent donc des intérêts principalement financiers dans la politique de marché qu'on connaît aujourd'hui. Donc on a des intérêts conflictuels qui viennent perpétuellement interagir directement avec le système. Et ça, c'est le principal problème qu'on a, puisque ça crée des situations donc d'accumulation de richesses ou d'intérêts divergents, ou souvent, donc le pire des cas, c'est quand les intérêts externes sont convergents. Et là, on a énormément de problèmes, puisqu'on a donc corruption et collusion du système. Donc là, énorme problème, puisque c'est ce à quoi on est confronté aujourd'hui, donc des intérêts privés grandissant de situations monopolistiques qui étaient supposément dû être régulées par l'État, qui ne le sont plus aujourd'hui, puisque certaines entreprises privées sont tellement fortes qu'elles sont plus puissantes que les États eux-mêmes, qui sont totalement impuissants face à ces situations et qui donc perdent littéralement le contrôle. Le troisième étape dans la progression de la gouvernance, c'est celui vers lequel on tend, et je pense de toute façon que les prochaines années nous y amèneront de toute façon, c'est le rôle d'un État gouvernemental, mais totalement construit hors du système. C'est-à-dire que l'État n'est plus dans l'englobage du système, comme on l'a vu avant. L'État était via différents relayeurs, d'accord ? Toujours autour du système, il avait un contrôle plus indirect qu'avant, puisqu'il n'était plus le seul acteur à pouvoir agir. On avait donc différents acteurs privés avec des propres intérêts. Mais le problème, encore une fois, était que ces intérêts devaient rester non alignés pour qu'il n'y ait pas corruption du modèle. Problème, aujourd'hui, les intérêts financiers commencent à s'aligner, les situations monopolistiques sont extrêmement dangereuses et l'État n'arrive pas à y mettre fin, ce qui pose donc le problème à la stabilité de ce système. Le système futur, c'est celui où l'État jouera toujours un rôle de régulation, qu'on soit bien d'accord. L'État possède toujours une armée qui peut toujours te péter ta gueule. Mais le principal problème, c'est qu'il aura donc une valeur relative diminuée. On a bien compris ça, et de toute façon, ça fait partie des discussions, et ça se voit de toute façon dans le changement des modèles de gouvernance. Les gens veulent moins d'État aujourd'hui, mais ils ne veulent pas non plus de l'anarchie. Donc c'est bien de comprendre que ce qui va nous intéresser demain, c'est de découpler tout ça sous une forme donc de service providers, comme on l'avait vu avant, des data utilizers, data collectors, data brokers. C'est le modèle vers lequel on se dirige. Un modèle décentralisé où chacun joue un rôle dans lequel il a effectivement des intérêts personnel, mais chacun de ces modèles étant lui-même décentralisé via différents acteurs. C'est-à-dire que le data broker, ce n'est pas un broker centralisé qui gère ses propres intérêts,
mais un ensemble décentralisé de brokers qui gèrent un service au sein d'une économie elle-même décentralisée via ces différents services. Et donc de bien comprendre que ce modèle-là, il est non seulement plus efficient, mais il est logique. C'est-à-dire que si vous avez conscience du fonctionnement de cette société, vous vous direz que bien évidemment que cette société sera plus productive que la précédente, parce que moins grippée par ces systèmes monopolistiques. Le système monopolistique, la seule chose qu'il fait, c'est qu'il extrait de la valeur non productive de l'économie. Ce système-là est de loin aujourd'hui bien plus statistiquement efficient. Maintenant, de là dire que c'est une fin en soi et qu'on a trouvé le système parfait, très probablement que non. Ici, dans ce système, il est fort à penser qu'il sera de toute façon lui-même corrompu à terme pour évoluer vers un système dont on n'imagine clairement pas encore aujourd'hui les choses, hein. Je ne suis pas non plus dans le futur à 200 ans, voire plus, mais bien de dire ce système sera probablement corrompu de cette façon, d'une certaine façon, et émergera de ça un système plus évolué, probablement à terme. Mais bon, restons quand même donc dans le présent, puisque donc dans le présent, on est sur la fin du modèle précédent, en tout cas on en voit clairement les limites aujourd'hui, puisque donc les intérêts s'alignent de plus en plus vers des acteurs majoritaires, constituant des situations monopolistiques qu'on n'arrive plus à réguler. Bref, il va falloir donc détruire ces situations monopolistiques et réduire le rôle de l'État en donnant plus de pouvoir à des acteurs, tout en vérifiant que ces acteurs restent décentralisés. D'accord ? Donc évidemment, je ne vais pas vous mentir pour dire que là-dedans, la technologie qui va amener cette décentralisation, c'est clairement la blockchain, puisque donc c'est la seule technologie pour l'instant qui permet à la fois de garantir cette sécurité via du code, c'est-à-dire d'externaliser les tiers de confiance, le tiers de confiance étant tout simplement un code écrit et accepté communément. Tout simplement, je pense qu'il y aura une blockchain de data collector, une blockchain de data broker, et bref, une blockchain pour chacun de ces différents services qui constitueront l'économie. Évidemment, ici, c'est une vision donc très simplifiée, hein, il y aura bien plus d'activité économique que celle-ci. Mais donc, bien de comprendre que c'est sous cette forme-là que principalement je constitue, moi, aujourd'hui, mes investissements blockchain dans cet objectif-là. C'est donc bien de comprendre que pour moi, il y aura des collecteurs de données, des gérants de données, il y aura nous, les gens qui les utiliseront, hein, d'accord, et il y aura donc data generator, c'est nous, hein, voilà, mais bon, bref, l'État hein, qui génère lui aussi et qui aura et qui voudra maintenir un accès à ces différentes données, bien sûr, puisqu'il aura toujours un rôle quand même de redistribution, l'État, plus localisé évidemment, mais son rôle de gouvernance sera fondamentalement changé. C'est la confiance qui est accordée aujourd'hui au gouvernement est clairement revue à la baisse. Autrement dit, le gouvernement demain devra probablement interagir avec différents blockchains publics ou semi-publics pour récolter des données, etc. Mais lui-même, son travail étatique devra être visible. Donc on veut de toute façon plus de transparence aujourd'hui et beaucoup plus de décentralisation pour éviter donc la mise en place des systèmes monopolistiques que nous connaissons aujourd'hui. Bref, voilà ce qui nous attend. Ce qui est intéressant, c'est donc de comprendre qui sont les différents acteurs. Demain, on aura donc le citoyen, qui génère un paquet de données, qui va donc être à la fois collecté par l'État, les brokers de données et d'autres utilisateurs qui vont utiliser cette donnée pour optimiser le système, etc. Donc vraiment interaction intelligente mais complexe du système. Bien de comprendre donc l'acteur sociétal, les entreprises, enfin le secteur privé et sa création de richesse, qui est donc lui aussi une somme d'individus, qui vont donc s'allier sous différentes formes. Donc bien comprendre qu'à mon avis, demain, il y aura des blockchains d'entreprises très clairement avec des modèles aussi variants que vous n'avez aujourd'hui de situations et de pratiques différentes dans le système entrepreneurial. Vous avez la petite entreprise, la PME, etc. Voilà, ça va chercher un petit peu plus loin. On a donc des modèles de gouvernance au niveau entrepreneurial extrêmement variants. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas comparer une petite boîte avec 2 salariés et une gigantesque boîte du S&P 500 avec des centaines de milliers de salariés. Donc, évidemment que les modèles de gouvernance ici vont être très nombreux. Et on le verra, donc il y aura probablement différents profils qui vont émerger, mais ça nécessiterait une vidéo entière là-dessus. Donc je vais rester très simple, c'est ici que la variance sera la plus grande, puisqu'évidemment on parle de modèles économiques, d'associations d'individus qui vont se faire donc sous différentes formes. Et surtout, un pan donc très important, les non-governmental organizations, pardon, on va y arriver. Eh bien, disons, c'est la folie à l'ouverture à Wall Street, ça va sonner partout. Donc, le principe étant de dire, donc, les organisations non gouvernementales, tout ce qui va être non-profit, etc., vont avoir effectivement énormément d'intérêt à la constitution de différentes blockchains pour leur transparence. Donc, je pense que franchement, ce modèle-là est beaucoup plus facile à cadrer. Évidemment, il y a aussi beaucoup moins d'acteurs, même s'il y a beaucoup de variance entre les acteurs. Vous avez aussi ici des petites ONG locales et d'énormes ONG multinationales.
tout comme évidemment donc au niveau corporatif, bien entendu. Donc au niveau entrepreneurial, au niveau corporatif, donc association de différentes entreprises, etc., ou création vraiment donc de pôles de création de richesse, et donc tout ce qui est non-governmental et tout ce qui est entrepreneurial au niveau plus microéconomique. Donc macroéconomie, microéconomie et tout ce qui est non gouvernemental ou non-profit. Voilà les différents acteurs, et évidemment donc les acteurs individuels tels que nous le sommes, nous, à notre propre niveau. Donc très intéressant donc, de comprendre les différents acteurs et quels vont être leurs différents besoins. Okay, donc le secteur microéconomique, le secteur non-profit et NGO en général, enfin ONG en français, et l'aspect corporatif, donc là on est plutôt sur la macroéconomie ou les grosses entreprises. Là on est sur le S&P 500 quoi. Donc différents acteurs qui vont avoir différents besoins. Donc ce qui est important, c'est encore une fois de comprendre que dans l'écosystème, chacun des partisans tente d'apporter une réponse. Donc on va commencer par la réponse Polkadot, d'accord, donc sa vision, et on va essayer de voir à quel type de demande ça pourrait correspondre par rapport aux différents besoins qu'on a listés. D'accord? Donc, est-ce qu'on aura besoin de blockchain dans tous les cas? Oui, la question c'est quelle blockchain pourrait servir quel type de demande pour, encore une fois, que les besoins soient alignés. Et de savoir que, par exemple, si vous investissez dans Polkadot, voilà, savoir quel va être le type de demande, ce que proposent vos compétiteurs, et encore une fois, de comprendre que 3 acteurs, c'est à mon avis très difficile d'imaginer qu'il y aura un équilibre. La répartition des parts de marché sera, à mon avis, très difficilement 30-30-30. Hein. C'est plus de dire, il y en aura comme d'hab, ça va être 60-30-10, quoi. Il y en a un qui va bouffer 60% des parts de marché, etc. Donc faire très attention, et encore une fois, comment la valeur va être diluée et distribuée à l'intérieur de ces écosystèmes, c'est ça qui est extrêmement compliqué à comprendre. Et c'est là où il y a énormément de bêtises qui sont commises. C'est-à-dire qu'entre ce qu'on appelle le value accrued en anglais, la valeur accrue par le token, et la market cap allouée à ce système d'activité, c'est-à-dire la market cap qui sera distribuée et partagée à l'intérieur de l'écosystème, sont 2 choses totalement différentes. Vous pouvez avoir des écosystèmes qui partageront immensément plus de valeur que d'autres, sans pour autant pouvoir en capter plus de valeur. Donc là, évidemment, le token en lui-même aura peut-être pas la même valeur. Mais par contre, attention encore une fois à la capacité productive des écosystèmes. Okay, l'écosystème de loin le plus productif, ça restera toujours la microéconomie. C'est là que se réalisent la plupart des échanges. La macroéconomie, les échanges sont plus gros, mais ils sont moins nombreux. Et évidemment, vous avez donc tout ce qui va être au-dessus, on en parlera après. Bref, donc la vision Polkadot, très simple à comprendre, enfin simple, non, c'est pas si simple que ça, mais donc on va dire le modèle économique de Polkadot, c'est donc j'interagis avec le reste du monde, c'est-à-dire les autres blockchains, comme on l'a vu, il y aura de toute façon des interactions, mais elles sont peu nombreuses. Les interactions vont surtout se réaliser à l'intérieur donc de ces enclaves de blockchain. Et évidemment, il y aura communication avec le monde extérieur quand même. Donc, selon la méthode Polkadot, tout est évidemment donc très centré, ça se voit de toute façon, ne serait-ce que graphiquement. Donc, on a un certain nombre de sub-samples, qu'on appelle donc des parachains, qui peuvent réaliser ce qu'on appelle des applications spécifiques blockchain. C'est un peu le mode qu'on a vu, donc, de ce monde multimodal en termes de blockchain, qui vont donc aller servir des besoins spécifiques. Donc là, on parle bien d'un nœud qu'on a vu sur le truc précédent. Un de ces nœuds, d'accord, va avoir à servir différents besoins spécifiques, donc principalement, on va dire, à ces niveaux-là, okay, différents besoins spécifiques de modèles de constitution entrepreneuriale, ou NGO, etc., ou au niveau corporatiste, d'accord. Donc bien de comprendre que c'est d'appliquer des besoins plus spécifiques, ou évidemment, donc au niveau plutôt sociétal et individuel. Donc la vision Polkadot, on va pas se mentir, c'est pas du tout au niveau individuel, il vise pas du tout le tout un chacun. Ici, on est plutôt sur la vision corporatiste, c'est-à-dire, enfin, entrepreneuriale, de dire il y aura différents besoins entrepreneuriales, on va créer différentes blockchains, une pour le gaming, une pour le machin, une pour le bidule, etc. Il n'y a pas besoin d'en avoir 40 millions, donc on va les limiter à 100 et on va les connecter via une relay chain où tout est géré en Polkadot, tout est hyper fucking centralisé, c'est flippant nique sa mère, via une distribution très pourrave de la gouvernance, via des collators, des validators, avec un set de validateurs très fermé, avec un point d'entrée extrêmement élevé. Le pire de tout, c'est au niveau de du modèle de gouvernance. Hein, donc on a un council members élu, enfin, c'est assez flippant, et un technical committee par lequel tous les proposals doivent passer pour ceux qui veulent modifier concrètement le fonctionnement de l'architecture. Donc autrement dit, c'est vous faites un peu ce que vous voulez dans vos parachains. Ok, mais alors par contre, le fonctionnement du réseau, c'est nous qui décidons et on en gardera un contrôle total. Et pour entrer à ce niveau-là de gouvernance, il faut des centaines de millions. Bref, c'est très l'ancien monde qui vient se migrer avec le nouveau monde. Donc on est vraiment ici sur un monde hybride, très centralisé. On veut garder le contrôle de tout le sommet. Hein. Pour moi, c'est vraiment le truc
que j'aime pas, hein, encore une fois, mais je comprends l'utilité du modèle, puisqu'il est, encore une fois, basé sur le fonctionnement hybride. Donc j'ai vraiment toujours eu ce sentiment depuis le début, hein, que Polkadot, c'était un pont entre le modèle de fonctionnement futur vers lequel on va, totalement décentralisé, etc., et le modèle passé, qui est que, bon, on va quand même essayer de garder le contrôle. Hein. Donc, oui et non, mais pour moi, ça a toujours été non. Maintenant, c'est un choix personnel. Je pense que ces systèmes-là sont temporaires et qu'ils seront remplacés. Donc, je pense toujours qu'il y a peu d'avenir au système Polkadot très centralisé. Maintenant, je peux peut-être me tromper, et il me semble qu'il est intéressant de garder une vision Polkadot pour l'instant, puisqu'on n'est toujours pas dans le monde de demain. Hein. Je vous rappelle qu'on vit encore dans le monde d'hier, qui n'est pas encore tombé, et qu'on est très loin encore du monde de demain. Donc je pense encore une fois que Polkadot a encore beaucoup de choses à jouer d'ici là, mais je ne pense pas que ce soit le modèle qui s'imposera à terme. C'est mon avis, et là, comme on l'a dit, vous avez le droit d'être pas d'accord, tout simplement parce qu'évidemment, ce modèle de gouvernance peut changer. Mais pour moi, le principal problème de Polkadot, c'est pas son interopérabilité, puisque je trouve son modèle d'interopérabilité très intéressant, dans le sens où les différentes parachains vont éventuellement pouvoir communiquer entre elles de façon relativement facile, évidemment sous le problème de la gouvernance octroyée par le modèle, hein, c'est-à-dire que si eux ils décident de changer le modèle et que vous êtes en dessous, bah, vous fermez votre gueule, hein. C'est un peu comme ça que c'est qu'il faut le comprendre. C'est un peu décentralisé quand même, mais ça reste très collusionnaire comme système. L'autre avantage, par contre, qui est dû à cette centralisation, c'est que par exemple la communication peut se faire éventuellement de façon très simplifiée. Évidemment, il y aura toujours une interaction avec le jeton DOT où que ce soit, mais ce qui est intéressant, c'est donc à l'intérieur des parachains, il peut y avoir un modèle économique qui peut être défini comme étant gratuit. C'est-à-dire que certaines blockchains à l'intérieur, certains tokens, donc smart contract ou peu importe, à l'intérieur d'une parachain pourront communiquer à l'intérieur de cette parachain avec des modèles économiques à très faible coût. Ça, c'est un peu l'intérêt. Je pense qu'à l'intérieur du business model Polkadot, où là, c'est les gros millions qui vont faire joujou pour maintenir la relay chain, etc., on va avoir des petits modèles économiques plus adaptables qui pourraient, à mon avis, profiter à certaines activités qui nécessiteraient de la valeur distribuée. Donc, je pense qu'au niveau local, la gouvernance peut être bonne, mais le principal problème, c'est qu'on est sur le même modèle qu'avant. On peut avoir des gouvernances localisées assez décentralisé, mais ça reste putain une vision quand même assez pyramidale. Ça fait un peu l'ancien monde remis au goût du jour, avec beaucoup de risques évidemment, donc de collusion et d'intérêts privés qui interfèrent clairement avec les intérêts locaux. Voilà le problème pour ma part de Polkadot. L'autre modèle, alors celui-là donc je l'ai récupéré direct chez Avalanche, c'est le modèle Vavax, que j'aime bien, je vous l'avais déjà dit, je trouve ça très intéressant, mais c'est un modèle, à mon avis, évidemment, là encore hybride, donc plutôt un modèle de type transition, et je suis très curieux de voir dans quel sens cet écosystème Avalanche va évoluer. Je pense clairement qu'Avalanche sera un des acteurs primaires de ce mode de gouvernance et d'interopérabilité, plus que ne le sera Polkadot à mon avis à terme, mais je ne sais toujours pas lequel des Cosmos et Avalanche sera le 60 et 30. Voilà. J'ai plutôt l'impression que Polkadot c'est 10% s'il arrive à survivre, à terme, hein, disons dans 10 ans, j'ai plutôt l'impression que c'est 60 et 30 entre un de ces deux-là, mais je ne sais pas. Et encore une fois, on va se poser la question du value accrual, puisque donc ici on a deux modèles radicalement opposés, donc Polkadot on l'a vu, je trouve l'autre graphique bien plus détaillé que celui-ci, mais évidemment la Vavax Army a le soin de généralement relayer les autres bien plus bas, donc pareil, hein, Cosmos on n'est pas du tout sur le même modèle que ça, c'est bien plus compliqué que ça. Mais bref, donc le modèle Vavax, pour moi très bien résumé ici, hein, donc différents subnets qui sont donc l'équivalent de ce qu'on a vu les parachains, c'est-à-dire des blockchains à application spécifique, donc avec des propres modèles économiques, un tokenomics particulier, plus ou moins de gas fee, etc., plus ou moins de sécurité. Bref, on peut moduler le trilemme vers un petit peu plus de centralisation pour avoir un peu plus de scalabilité tout en restant sécurisé, etc. Donc bien de comprendre qu'ici, c'est là qu'on module les paramètres, les autres paramètres. Et le modèle donc de gouvernance et d'interopérabilité est basé sur l'ensemble de ces systèmes, c'est-à-dire que chez Avalanche, les subnets peuvent très rapidement et très facilement discuter entre les uns via ce qu'ils appellent donc des zones d'overlap, c'est-à-dire des validateurs qui valident sur deux subnets relatifs. Le principal problème de la gouvernance Avalanche, c'est qu'encore une fois, c'est très subtilement marqué, mais qu'est-ce qui entoure tout ce bordel? Ah, le réseau primaire. Donc le principal problème, encore une fois, c'est que le réseau primaire est bien plus décentralisé que ne l'est Polkadot. On a beaucoup plus de validateurs chez Avalanche, mais je vous l'ai dit, ce qui me pose toujours problème, c'est ce projet en général, c'est l'implication et le flou artistique qu'il y a autour du contrôle de l'entreprise sur ce truc-là, de tout ce qui se passe over the counter, de la façon dont sont utilisés tous les fonds qui ont été de façon très disproportionnée distribués au niveau du Genesis. Bref, on l'a dit, il y a un énorme flou
quant à la gouvernance des tokens de ce projet. Donc, j'espère toujours que le voile soit levé à terme, ce qui fera grand bien à ce projet que j'apprécie particulièrement sur sa structure. Mais le principal problème, c'est tout le flou artistique qu'il y a autour de ça. Et le fait que pour participer à ça, il faut de toute façon participer à ça. Donc, il y a une vision très centrale, on ne sait toujours pas qui contrôle réellement le truc, et c'est quand même un petit peu flippant, cette opacité qui, j'espère, se lèvera avec la maturité de ce projet, que je le redis, j'apprécie énormément. J'aime pas le tokenomics, qui est à chier à cause de son inflation, mais si le projet survit sa phase inflationniste, le tokenomics devrait s'améliorer sans aucun problème. L'autre problème, que je vous l'ai dit, c'est cette gouvernance très opaque qui, je l'espère là encore, devrait se clarifier au fur et à mesure que le projet gagne en maturité. Donc le modèle Avalanche par rapport au modèle Cosmos est que donc la transmission des informations, donc c'est principalement au niveau de l'interopérabilité que pour moi l'intérêt de la différenciation entre le modèle Avalanche et Cosmos se met en place. Parce que leur vision est très sensiblement la même. C'est leur modèle d'interopérabilité et leur modèle de gouvernance qui sont légèrement différents. Le problème d'Avalanche, c'est que vous devez faire partie de la blockchain primaire qui a une rigidité extrêmement forte. On est vraiment sur le modèle Polkadot. Le modèle Avalanche primaire, d'accord, le primary network, il n'y a pas grand-chose qui peut être changé. Il y a très peu de paramètres qui peuvent être ajustés par la gouvernance, tout simplement, encore une fois, pour maintenir la résilience du système. Il y a des avantages et des inconvénients. Ces systèmes Avalanche seront, à mon avis, plus résilients, mais par contre, attention, ça se fait clairement par un sacrifice de la gouvernance, à mon avis, une gouvernance beaucoup plus centralisée chez Avalanche, mais il y a aussi des avantages. Je pense que le value accrual du token AVAX sera probablement plus important relatif à celui que connaît aujourd'hui le modèle Cosmos autour du jeton Atom. D'accord? Donc on l'a vu, la sécurité partagée d'Atom, c'est bien, mais ça restera de toute façon un système ouvert qui fait que n'importe quel autre token remplissant une fonction similaire peut tout à fait remplacer Atom demain. La compétition est 100% ouverte. Alors que chez Avalanche, c'est pas possible. La compétition n'existe pas. Vous êtes à l'intérieur d'Avax et vous ne pouvez pas faire autrement que d'avoir des jetons Avax et vous ne pouvez pas faire autrement que d'utiliser le schéma Avalanche et tout ce qui va avec. Bref, c'est une gouvernance fermée qui est supposément être décentralisé à terme, qui ne l'est pas tellement à mon avis aujourd'hui, mais qui risque de le devenir. Mais surtout, encore une fois, on est sur un modèle hybride. Pour moi, AVAX, c'est le mix entre Polkadot et Cosmos. Donc on va parler de Cosmos maintenant. Donc Cosmos, c'est le modèle complètement open bar, avec les dangers que cela laisse à planer aussi, c'est-à-dire que la gouvernance ici est totale dans l'écosystème Cosmos, l'interopérabilité également, mais c'est justement donc cette gouvernance totale qui se fait à mon avis au niveau d'un léger risque supplémentaire au niveau de l'interopérabilité. L'interopérabilité au niveau de Cosmos, c'est interagi principalement via le modèle donc de l'IBC, qui est donc un modèle relativement simple, mais qui tend d'ores et déjà à se complexifier pour apporter des solutions plus évoluées, etc. Donc bien de comprendre que de toute façon, aujourd'hui, IBC a pratiquement 2 ans d'avance sur le modèle d'interopérabilité d'AVAX, qui est toujours pas fonctionnel, donc on sait toujours pas à quoi il ressemble, mais il sera probablement à mon avis, un petit peu plus sécure que ne le sera le modèle d'interopérabilité Cosmos. Parce que le modèle d'interopérabilité Cosmos, il est vraiment customisable à l'infini, dû à cette gouvernance totalement customisable. Ce qui veut aussi dire que le modèle de sécurité lié à l'interopérabilité, puisqu'il y a donc différents facteurs dans l'interopérabilité, on l'a vu, il y a la scalabilité, la décentralisation et la sécurité. Je pense que sous ce prisme du trilemme, Avalanche n'aura que très peu de risques de sécurité. Le principal trade-off d'Avalanche dans son interopérabilité, ce sera, à mon avis, la décentralisation. Ça ira probablement très vite et ce sera très sécurisé, mais par contre, on aura la centralisation du modèle VAVAX, entre guillemets. J'ai l'impression que chez Cosmos, le trième, évidemment, il se fera probablement pas du tout sur l'aspect centralisation, puisqu'on aura donc une infinité de hubs qui pourront partager à la fois la sécurité, la liquidité, etc. Ça va vraiment être un système assez complexe à gérer et un vrai merdier. Mais par contre, à mon avis, ça se fera à un trade-off de sécurité. Donc voilà ce qu'il faut comprendre. C'est plus de dire, pour moi, c'est blockchain. Il faut comprendre encore une fois ce qu'elle sacrifie pour obtenir quelle autre chose. Ici, on a vraiment un sacrifice de centralisation. Ici, on a un sacrifice de sécurité, à mon avis. Je pense que c'est somme toute relatif. C'est de dire, ici, la sécurité ne sera pas nulle, tout comme là, la décentralisation ne sera pas nulle. C'est juste de dire, voilà quels sont les deux positionnements face à ces choix de gouvernance et d'interopérabilité. OK ?
La gouvernance Cosmos, on va pas se mentir, c'est juste fucking open bar. C'est juste de dire, vous constituez ce que vous voulez, vous prenez tout ce qu'on a construit en Cosmos gratos, on l'a déjà vu, on a fait une vidéo sur Cosmos, vous constituez votre propre set de validateurs, ce qui veut dire que vous gérez vous-même vos paramètres de sécurité, de liquidité, etc. Vous gérez vous-même les interconnexions que vous voulez avoir avec le reste de l'écosystème. Tout est permissionné chez Cosmos. Bref, vous activez ce que vous voulez, vous prenez ce que vous voulez, vous prenez pas ce que vous voulez pas, etc. etc. Chez Vavax, comme on l'a vu, c'est beaucoup plus rigide au niveau de la gouvernance, mais l'interopérabilité, le modèle d'interopérabilité est très intéressant à mon avis, parce qu'il sera probablement plus simple et plus résilient que ne le sera le modèle Cosmos, complètement open bar, avec son hyper décentralisation, mais malheureusement, attention aux problèmes de sécurité localisés. C'est là, et c'est pour ça que moi, vous le savez, je ne vais pas vous mentir, c'est mon chouchou, l'écosystème Cosmos. Je pense que c'est lui qui représentera plus de 60% de la market cap à terme, et je n'ai pas dit Atom, je parle de l'écosystème en général, dû à l'ouverture de son modèle, à la fois sur la sécurité, l'intercommunication, etc. C'est vraiment le modèle composable on demand, comme on dit, c'est vraiment tu prends ce que tu veux, c'est très modulaire, et ce sont ces systèmes-là qui ont tendance à s'imposer. Mais je pense qu'Avax jouera très franchement le rôle de second, et je ne suis même pas certain, pour vous dire, je pense que le jeton Avax sera peut-être plus cher que ne sera Atom. Tout simplement parce qu'Atom aura une capture de valeur somme toute inférieure. Pourtant, en termes d'écosystème, et c'est pour ça que j'ai vraiment insisté sur ces vidéos, vous faire comprendre la différence entre Atom et l'écosystème Cosmos, bien de comprendre qu'à mon avis, à terme, le jeton Avax sera peut-être plus cher que le jeton Cosmos. Par contre, la valeur qui s'échangera à l'intérieur de l'écosystème Cosmos me semble être très largement supérieure à ce que ne sera Avax. Pour faire simple, j'en arrive un peu à cette conclusion, mais je voulais vous la faire comprendre. Je pense clairement que dans notre modèle précédent, Avalanche, c'est celui qui se dirigera sur le modèle corporatiste. Parce que les corporations adorent cet effet donc de résilience, de maîtrise, de la gouvernance, etc. Ce qui veut dire qu'à mon avis, le trade-off de décentralisation qui sera fait chez Avax sera totalement assumé par ces grosses boîtes du S&P 500 qui adorent justement pouvoir avoir un contrôle centralisé, enfin semi-centralisé, sur des systèmes décentralisés. Donc je pense clairement que le modèle corporatiste se dirigera probablement vers Avax. Mais je parle vraiment des grosses corporations, hein, le type S&P 500, CAC 40, je pense qu'elles se dirigeront plutôt vers des services blockchain spécialisés, à mon avis plus sous un écosystème subnet Avax. Par contre, je ne vais pas vous mentir, tout ce qui est NGO, à mon avis, c'est 100% Cosmos. Ne serait-ce que pour la volonté de transparence totale, de liberté totale des interconnexions. Je pense qu'il n'y a aucun doute pour dire que ça se constituera clairement chez Cosmos. Je pense que ce sera également le cas de la partie microéconomique. Tout ce qui va être petites, moyennes entreprises et légers acteurs, enfin, et petits acteurs sociaux et petites et moyennes entreprises qui, à mon avis, verront chez Cosmos la composabilité qu'ils ne trouveront pas chez Avax, probablement dû au prix d'entrée, hein, qui sera probablement ici bien largement supérieur. Mais évidemment, je pensais surtout que la composabilité du système Cosmos l'emportera. Raison pour laquelle je pense que ces trois acteurs représentent bien plus que ne représente ça en termes, encore une fois, d'activité économique. Mais que par contre, en termes de capture de valeur, je pense qu'Avax a de fortes probabilités de maintenir beaucoup d'attrait pour son token. Voilà, par contre, donc encore une fois, il faut passer la phase inflationniste, etc. Il faut résoudre tous ces problèmes de flou artistique au niveau de la gouvernance de l'écosystème, dû à, comme on l'a dit, le risque que Avax n'est pas un modèle purement ouvert. Il se prétend comme tel, mais il ressemble plus à ça. Hein, c'est de dire, le principal problème d'Avax, c'est que la collusion à l'intérieur de l'écosystème sera possible. Et je pense qu'il sera bien plus facile de corrompre un modèle comme Avax qu'il ne le sera comme un modèle Cosmos. Le modèle Cosmos étant perpétuelle évolution. Il aura, je pense, des points, je ne trouve pas l'équivalent en français, mais critical points of failure, c'est de dire que la composabilité de ce système fait que le niveau de sécurité sera relatif selon certaines zones et que certaines zones ayant donc peu d'intérêt économique auront probablement une sécurité faible, ce qui peut constituer donc des points d'entrée et des points d'attaque au niveau de la sécurité. Donc je pense que c'est la principale faiblesse de Cosmos, qui est de dire que sa composabilité et sa complexité seront des points d'attaque localisés dus à certains points critiques de sécurité qui seront plus faibles que d'autres. Par contre, évidemment, j'en tiens bien, là où il y aura du gros capital chez Cosmos, ce sera sécurisé, à mon avis, probablement par l'Atom ou peut-être par un ensemble de devises à l'intérieur de cet écosystème. Et ça, évidemment, comme je vous l'ai toujours dit, ce sera la sécurité primaire, elle sera inviolable, puisque je vous l'ai dit, les systèmes crypto sont à 99,99999% tous impénétrables.
Point. Par contre, il va de soi que certains déséquilibres au sein des modèles économiques peuvent faire qu'à un moment donné, dans l'écosystème Cosmos, le modèle de sécurité soit inférieur à la volonté de corrompre, et je pense qu'il y aura potentiellement une certaine corruption très locale et pour des montants infimes à l'intérieur de l'écosystème Cosmos, dû encore une fois à des mauvais alignements entre sécurité et collatéral à l'intérieur de l'écosystème de différentes zones. Donc encore une fois, il faudra toujours être plus prudent dans l'écosystème Cosmos, mais je pense toujours de façon très large que c'est là-bas que se trouve la plus grande valeur si vous savez la capter. Et ça ne se limite pas à Atom, qui restera à mon avis un des principaux acteurs de cet écosystème et de loin la plus grosse market cap. Mais je pense clairement qu'à terme, notre pote Vavax peut même se trouver très largement au-dessus de la valorisation d'Atom, dû à sa capacité à récupérer de la valeur. Malgré le fait qu'à mon avis, 30%... l'écosystème ici, la valeur échangée à l'intérieur de ce truc-là sera probablement la moitié de ce qu'on retrouvera ici, mais la capture de valeur ici sera beaucoup plus composable, donc diluée, que ne le sera à mon avis l'utilité du jeton AVAX. Donc je reviens, avoir les deux, je pense que c'est une bonne solution. Comment vous pondérez les deux? Ça dépend ce que vous avez comme vision de cet écosystème. En tout cas, je vous partage ici la mienne. Vous avez le droit, comme je l'ai dit, dans ce débat d'idées, de ne pas être d'accord sur les différentes pondérations. Mon message ici n'est pas de dire Super Cosmos, on jette Avalanche et Polkadot, c'est tout pourri. C'est juste de dire, je pense que Polkadot est un modèle temporaire qui va devoir évoluer s'il veut survivre. Je pense que les solutions Avalanche et Cosmos seront très largement dominantes dues à leur plus grande composabilité dans le modèle. Polkadot, c'est fermé, voilà, ça me paraît beaucoup trop rigide. Avalanche, c'est semi-ouvert, on va dire. Et Polkadot, on est full open bar, mais évidemment, que je dis, ça se fait avec des trade-offs de chaque côté. Bref, je voulais qu'on parle de ces modèles de gouvernance, donc bien de comprendre que donc, la gouvernance est partielle chez Avalanche, mais très large quand même. On parle encore une fois de modèles de gouvernance qui sont très largement supérieurs à ce qu'on connaît aujourd'hui, dû à la capacité de résister aux collusions qu'auront les systèmes décentralisés. Là, ici, il suffit que 4 acteurs représentent 25 ou 30% de l'activité économique, ce qui est le cas aujourd'hui qu'on voit avec les GAFA, qui font ce qu'elles veulent. Clairement, elles ne payent plus de taxes, on s'en bat les couilles. Bref, voilà. Attaquer AVAX, ça va être compliqué, parce qu'il y aura des milliers de validateurs, ça va être très compliqué. Attaquer Cosmos, ce sera littéralement impossible, parce que le mesh de sécurité sera complètement fou furieux. Ouais, je veux dire, regardez aujourd'hui, avec 50 blockchains, le merdier que c'est déjà, le nombre d'interconnexions, etc. Et on n'a même pas encore mis en place le modèle de sécurité partagée. Donc c'est de comprendre que demain, Cosmos, il y aura peut-être des points d'attaque ponctuels sur des niveaux de sécurité non alignés, mais que clairement, la plupart de la sécurité sera alignée correctement, à mon avis, ce qui fait que la surface attack area sur Cosmos sera plus grande, donc je pense qu'elle sera plus facile à attaquer si on considère l'écosystème Cosmos dans son ensemble, via des points critiques de sécurité non gérés correctement, mais que clairement 99,999% de l'écosystème sera impénétrable, tout comme AVAX. Je vous l'ai dit encore une fois, d'un point de vue sécurité, si on creuse sur l'aspect mécanique et mathématique de la sécurité, les deux sont sécures à 100%, mais 100% n'existe pas, donc on est sur du 99,999 et on fait mumuse et on triture sur des virgules. C'est encore une fois minime, mais c'est important quand même de le parler. C'est pour ma part le trade-off qu'il y a à faire face à la décentralisation totale de la gouvernance qui est offerte par Cosmos. Rien ne peut se faire sans compromis. Le compromis, c'est que, évidemment, donc, des mauvais alignements de sécurité pourront causer, à mon avis, des failles de sécurité localisées dans l'écosystème, c'est-à-dire qu'on pourra avoir des attaques targetées vers une blockchain, par exemple, qui pourra éventuellement, assez rapidement, via des systèmes IBC mal maîtrisés ou des failles de sécurité, pourront éventuellement se propager très, très, très rapidement à de la liquidité sur d'autres blockchains. Mais à mon avis, ces attaques, quand elles se produiront, et je pense qu'elles se produiront avec certitude, c'est qu'une question de temps, à mon avis, n'auront aucune capacité de se propager au sein de l'écosystème. Tout comme ce sera le cas, évidemment, chez Avalanche. On aura probablement des collusions ou des tentatives de collusion localisées qui n'auront aucune capacité de se propager dans l'écosystème Avalanche, dû à la même chose, la propagation localisée des messages au sein du set de validation Avalanche fait qu'il sera attaquable, mais que les attaques auront très peu de chances de se propager loin. Et c'est ça qui est très intéressant. Je trouve encore une fois ces deux modèles de sécurité extrêmement similaires. Je sais qu'il y a des gens qui veulent absolument opposer et tribaliser ce débat. Je ne suis pas d'accord. Pour moi, le modèle Cosmos et Avalanche sont extrêmement similaires quant aux solutions qu'ils ont apportées à la scalabilité. Par contre, encore une fois, il y a des différences subtiles, mais hyper importante, à mon avis, à saisir. J'espère en tout cas avoir concrètement pu parler de l'évolution du modèle de gouvernance, et je voulais le faire, même si clairement ça mériterait, et c'est un sujet passionnant, bien plus
de profondeur que ce qu'on a vu aujourd'hui, mais je voulais prendre le temps aussi, sans que ça dure 2 heures, de rentrer dans les différents modèles économiques proposés par ces tokens. Voilà.